Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux innovations écologiques extraordinaires. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire incroyable de Jean-Claude Martineau, ingénieur agronome retraité de Bourgogne, dont l'expérience révolutionnaire d'isolation naturelle a transformé une idée apparemment farfelue en solution écologique géniale. Ses voisins se moquaient de ces murs de gazon qui recouvraient sa maison. Mais ils ont vite cessé de rire quand ils ont découvert les résultats stupéfiants de cette innovation qui défie toutes les conventions architecturales. Cette histoire vraie de 2019-2023 nous révèle comment une approche simple et naturelle peut révolutionner l'habitat écologique et réduire drastiquement la consommation énergétique d'une habitation. Martineau nous enseigne que les meilleures innovations naissent parfois de l'observation de la nature et du courage de braver les convenances sociales pour expérimenter des solutions révolutionnaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits passionnants d'innovations écologiques. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous intrigue et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de révéler ces histoires inspirantes d'ingéniosité humaine. Préparez-vous à découvrir comment un mur de gazon peut transformer une maison ordinaire en miracle d'efficacité énergétique. Paragraphe 1. L'automne 2019 marqua un tournant inattendu dans la paisible vie de Jean-Claude Martineau, 68 ans, ancien ingénieur agronome, reconverti dans l'habitat écologique après une carrière de 40 années consacrée à l'amélioration des cultures en Côte d'Or. Sa maison bourgeoise des années 1960, située dans le charmant village de Meursault, était devenue un véritable laboratoire d'expérimentation environnementale depuis sa retraite, mais aucune de ses innovations précédentes n'avait suscité autant de curiosité, de scepticisme et finalement d'admiration que son projet révolutionnaire de façade gazonnée qui allait révolutionner sa conception de l'isolation thermique naturelle. L'idée lui était venue lors d'une promenade matinale dans les vignobles environnants, quand il avait observé la fraîcheur remarquable qui régnait toujours près des talus herbeux, même pendant les canicules estivales. La nature a déjà inventé la climatisation parfaite, s'était-il dit en contemplant ces buttes naturelles couvertes de végétation dense. Cette observation, banale en apparence, allait déclencher chez cet esprit scientifique curieux une série de réflexions qui l'amèneraient à concevoir l'un des systèmes d'isolation les plus originaux et efficace jamais expérimenté dans l'habitat individuel français. Martineau avait toujours été un original dans son village. Ancien élève de l'Institut national agronomique, docteur en sciences du sol, auteur de plusieurs publications sur l'agriculture durable, il avait consacré sa carrière à développer des techniques agricoles respectueuses de l'environnement. Sa retraite anticipée en 2015 lui avait permis de se lancer dans sa passion secrète, l'habitat écologique. Sa maison était déjà équipée de panneaux solaires, d'un système de récupération d'eau de pluie, d'une micro-éolienne et d'un potager permaculture qui faisait l'admiration des visiteurs. Cependant, un problème persistant le préoccupait. Malgré tous ces aménagements écologiques, sa facture de chauffage restait considérable pendant les hivers bourguignons, particulièrement rigoureux. Les murs de sa maison, construite selon les standards des années 1960, offrait une isolation médiocre, qui obligeait à une consommation énergétique importante pour maintenir une température confortable. Les solutions d'isolation conventionnelles, polystyrène, laine de verre, polyuréthane, lui répugnaient par leur impact environnemental et leur composition chimique. C'est lors de cette promenade d'octobre 2019 qu'il eut son illumination. Observant la différence de température entre les zones exposées au soleil et celles protégées par des talus herbeux, il réalisa que la terre et la végétation constituaient naturellement l'un des meilleurs systèmes d'isolation thermique qui existent. Pourquoi, se demanda-t-il, ne pas appliquer ce principe naturel aux façades de nos habitations? Cette question, apparemment simple, allait l'obséder pendant plusieurs semaines. De retour chez lui, Martineau commença à étudier scientifiquement cette idée. Il consulta des ouvrages de thermodynamique, étudia les propriétés isolantes de différents types de sols, analysa la capacité des végétaux à réguler la température par évapotranspiration. Ses calculs théoriques étaient prometteurs.
Une couche de terre de 30 cm d'épaisseur couverte de gazon dense pourrait offrir une isolation thermique supérieure à la plupart des matériaux industriels, tout en apportant des bénéfices écologiques supplémentaires. Absorption du CO2, refuge pour la biodiversité, régulation hydrique. Mais comment fixer une telle masse de terre contre les murs verticaux d'une maison? Cette question technique représentait le défi majeur de son projet. Martineau passa l'hiver 2019-2020 à concevoir un système de support innovant, des structures métalliques modulaires fixées au mur, constituées de treillis galvanisés, capables de retenir des couches de terre de différentes épaisseurs. Ces jardinières verticales géantes seraient étanchéifiées par des bâches de protection et drainées par un système de gouttières intégré. Au printemps 2020, malgré les contraintes du confinement, Martineau commença discrètement les travaux préparatoires. Il fit appel à son ami Marcel Durand, artisan métallier à la retraite, pour fabriquer les structures de support. « Jean-Claude a toujours eu des idées bizarres », commentait Durand, « mais celle-là bat tous les records. Mettre de la terre contre les murs d'une maison, c'est du jamais vu. » Cette réaction d'incrédulité amusée était représentative de l'accueil que recevrait bientôt le projet dans tout le village. Les premières structures métalliques furent installées sur la façade nord de la maison, celle qui recevait le moins de soleil, et présentait donc les plus importants problèmes d'humidité et de froid. Martineau avait calculé que cette orientation constituerait le test le plus difficile pour son système d'isolation naturelle. Si l'expérience réussissait sur cette façade ingrate, elle pourrait ensuite être étendue à l'ensemble de la maison. La réaction du voisinage ne se fit pas attendre. Madame Rousseau, la voisine directe, s'inquiétait. « Jean-Claude, vous n'allez quand même pas transformer votre belle maison en tertre préhistorique. » Monsieur Lemoine, retraité de la fonction publique, était plus direct. Martineau a fini par péter les plombs avec ses lubies écologiques. Maintenant, il veut faire pousser de l'herbe sur sa maison. Ses commentaires, mi-amusés, mi-inquiets, circulaient dans tout Meursault, où l'originalité de Martineau était devenue légendaire. Imperturbable face aux critiques et aux moqueries, Martineau poursuivait méthodiquement son expérience. Il avait prévu de documenter scientifiquement tous les aspects de ce projet révolutionnaire. Variation de température, hygrométrie, consommation énergétique, développement de la végétation, impact sur la biodiversité locale. Cette approche rigoureuse transformait son innovation en véritable recherche scientifique appliquée qui pourrait, espérait-il, révolutionner l'approche de l'isolation thermique dans l'habitat écologique. Paragraphe 2. Le mois de mai 2020 marqua le début de la phase la plus spectaculaire du projet de Martineau. L'installation proprement dite des murs de gazon qui allait transformer radicalement l'apparence de sa maison et déclencher une véritable révolution dans le petit village de Meursault. Chaque matin, dès 6 heures, l'ingénieur agronome et son fidèle complice Marcel Durand s'activaient autour de la façade nord, déchargeant des tonnes de terre végétale soigneusement sélectionnées et des plaques de gazon qu'ils installaient méticuleusement selon un protocole d'une précision scientifique remarquable. La terre utilisée n'était pas ordinaire. Martineau avait passé des semaines à composer un mélange optimal. 40% de terre végétale riche en humus, 30% de sable pour le drainage, 20% de compost maison pour la fertilité et 10% d'argile expansée pour l'aération. Cette composition, fruit de ses 40 années d'expérience en agronomie, devait offrir les meilleures propriétés isolantes tout en garantissant le développement optimal de la végétation. Il ne s'agit pas de coller n'importe quelle terre contre un mur, expliquait-il à Marcel, mais de créer un écosystème vivant qui travaille pour nous. Le système de fixation révélait l'ingéniosité technique de Martineau. Chaque structure métallique, boulonnée solidement au mur porteur, était compartimentée en caissons de 2 mètres sur 1 mètre, permettant une installation progressive et modulaire. Une première couche de géotextile drainant était tendue au fond de chaque caisson, suivie d'une couche de gravier de 5 cm pour l'évacuation de l'eau, puis du mélange terreux sur 25 cm d'épaisseur, et enfin les plaques de gazon précultivées que Martineau avait fait pousser dans son jardin pendant tout l'hiver. L'installation de chaque caisson nécessitait une précision d'horloger.
La terre devait être suffisamment tassée pour tenir verticalement, mais pas trop pour permettre l'enracinement et la circulation de l'air. L'inclinaison était cruciale. 5 degrés vers l'extérieur pour l'évacuation de l'eau de pluie, mais pas plus pour éviter l'érosion. Le système de drainage, constitué de mini-gouttières intégrées entre chaque caisson, récupérait l'excédent d'eau pour l'arroser automatiquement dans des bacs de stockage enterrés. Les voisins assistaient, médusés, à cette transformation progressive. « Jean-Claude est en train de construire une maison Hobbit !» plaisantait Madame Petit en observant la façade qui verdissait de jour en jour. « Bientôt, on ne verra plus sa maison tellement elle sera couverte d'herbe. » Ces commentaires, empreints d'ironie bienveillante, masquaient mal une curiosité croissante pour cette expérience sans précédent dans la région. L'aspect technique fascinait particulièrement Paul Moreau, ingénieur des ponts et chaussées à la retraite, qui venait quotidiennement observer les progrès. En théorie, commentait-il, c'est peut-être pas si bête que ça. La Terre est effectivement un excellent isolant thermique et la végétation apporte une régulation hydrique naturelle. Mais en pratique, je me demande comment ça va tenir dans le temps. Cette réaction prudente mais intéressée reflétait l'évolution progressive de l'opinion du voisinage. À la fin du mois de juin, la façade nord était entièrement recouverte de sa peau végétale. L'effet visuel était saisissant. Ce qui était encore 3 mois plus tôt, un mur crépi banal était devenu une prairie verticale d'un vert éclatant, ondulant doucement sous la brise. Les plaques de gazon s'étaient parfaitement enracinées, créant une surface continue qui donnait l'impression que la maison émergeait naturellement du sol, comme une colline habitée. Martineau avait installé un système de monitoring sophistiqué pour mesurer l'efficacité de son innovation. Des capteurs de température et d'humidité reliés à un ordinateur enregistraient en permanence les conditions à l'intérieur des murs gazonnés et les comparaient avec celles de la façade sud non modifiée. Si cette expérience fonctionne, expliquait-il à sa femme Françoise, initialement sceptique, nous pourrons peut-être révolutionner l'approche de l'isolation thermique dans l'habitat écologique. Les premiers résultats, visibles dès les premières chaleurs de juillet, étaient encourageants. Alors que la température extérieure dépassait régulièrement 35 degrés, l'intérieur de la maison côté nord restait remarquablement frais, avec une température inférieure de 8 à 10 degrés par rapport à l'extérieur. Plus spectaculaire encore, la consommation électrique de la climatisation avait chuté de 70% par rapport à l'été précédent. « C'est incroyable !» s'extasiait Françoise. « On a l'impression d'être dans une grotte fraîche. » La végétation se développait magnifiquement, attirant une multitude d'insectes pollinisateurs, d'oiseaux, et même quelques petits rongeurs qui trouvaient refuge dans cette prairie verticale. Cette biodiversité inattendue ravissait Martineau, qui y voyait un bénéfice écologique supplémentaire de son innovation. « Ma maison devient un écosystème vivant », observait-il avec satisfaction en photographiant une famille de rouge-gorge qui avait élu domicile dans l'épaisseur du mur gazonné. Cependant, des problèmes techniques commençaient à apparaître. L'arrosage automatique se révélait insuffisant pendant les périodes de forte chaleur, obligeant Martineau à compléter manuellement l'apport d'eau. Quelques zones du gazon jaunissaient par manque d'irrigation, créant des plaques dégarnies qui compromettaient l'esthétique de l'ensemble. De plus, certains caissons montraient des signes de tassement de la terre qui menaçaient la stabilité à long terme du système. Ces difficultés techniques n'entamènent pas la détermination de Martineau, qui les considérait comme autant de défis à résoudre pour perfectionner son système. Toute innovation passe par une phase d'ajustement, philosophait-il. L'important, c'est que le principe fonctionne. Maintenant, il faut optimiser les détails. Cette approche pragmatique lui permit de maintenir son cap malgré les premières déceptions et de préparer déjà les améliorations qu'il apporterait l'année suivante. Paragraphe 3. L'hiver 2020-2021 allait constituer le véritable test de vérité pour l'innovation de Martineau. Les premières gelées d'octobre révélèrent immédiatement l'un des défis majeurs de son système. Comment maintenir l'efficacité thermique de ces murs gazonnés quand la végétation entrait en dormance hivernale? Cette question, qu'il avait anticipée théoriquement,
prenait maintenant une dimension pratique cruciale qui déterminerait le succès ou l'échec de son expérience révolutionnaire. Dès les premiers froids, Martineau observa avec fascination les transformations de sa façade nord. Le gazon, privé de photosynthèse active, perdait progressivement sa couleur verte éclatante pour prendre des teintes dorées puis brunes qui donnaient à la maison un aspect automnal saisissant. Cette évolution chromatique naturelle créait un spectacle visuel qu'aucun architecte n'avait jamais imaginé. Une maison qui changeait d'apparence au rythme des saisons comme un être vivant. Les mesures thermiques révélaient des résultats surprenants. Contrairement aux craintes initiales, l'efficacité isolante du système ne diminuait pas significativement avec la dormance végétale. La masse thermique, constituée par les 30 cm de terre, continuait à jouer son rôle de régulateur, atténuant les variations de température extérieure. Plus remarquable encore, l'effet de tampon thermique semblait même se renforcer, la terre gelée créant une couche isolante supplémentaire qui améliorait les performances du système. « C'est extraordinaire !» s'exclamait Martineau en consultant ses relevés de température matinaux. « La Terre agit comme une batterie thermique. Elle accumule la chaleur pendant les journées ensoleillées et la restitue progressivement pendant la nuit. » Cette découverte dépassait ses espérances initiales et confirmait sa théorie selon laquelle la nature avait développé des systèmes de régulation thermique d'une sophistication inégalée par les technologies humaines. Les voisins commençaient à changer d'opinion sur cette expérience qu'ils avaient initialement considérée comme une lubie d'écologistes. Madame Rousseau, qui avait été la plus critique, admettait volontiers « Finalement, Jean-Claude, votre mur d'herbe n'est pas si ridicule que ça. Ma maison, pourtant mieux isolée que la vôtre en théorie, consomme 2 fois plus de chauffage cet hiver. » Cette reconnaissance de l'efficacité du système marquait un tournant dans la perception du village. L'hiver rigoureux de février 2021, avec des températures descendant jusqu'à 15 degrés, constitua l'épreuve ultime. Pendant cette période exceptionnellement froide, la façade nord gazonnée de Martineau maintenait une température intérieure de 18 degrés poids, avec une consommation de chauffage dérisoire, tandis que ses voisins voyaient leurs factures énergétiques exploser. « Votre système marche mieux en hiver qu'en été », observait Paul Moreau, l'ingénieur retraité, désormais converti au mérite de l'innovation. L'aspect esthétique hivernal de la maison créait des réactions contrastées. Certains trouvaient poétique cette façade dorée qui évoquait les champs de blé au coucher de soleil. D'autres jugeaient l'ensemble peu conventionnel pour une habitation bourgeoise. « On dirait une maison de conte de fées », commentait la petite Amélie. « Fille des nouveaux voisins, elle change de couleur comme dans les livres d'histoire. » Cette perception enfantine révélait la dimension magique de cette architecture vivante. Martineau profitait de cette période de dormance végétale pour effectuer les premiers travaux de maintenance. Il découvrait que certains caissons nécessitaient un apport de terre pour compenser le tassement naturel, que le système de drainage devait être nettoyé pour éviter les accumulations de débris végétaux et que quelques structures métalliques demandaient des retouches de protection anti-corrosion. Ces opérations d'entretien, qu'il documentait méticuleusement, constituaient la base d'un manuel de maintenance qu'il commençait à rédiger. L'intérêt médiatique commençait à se manifester. Le journal local, Le Bien Public, consacra un article à cette maison écologique révolutionnaire de Meursault, attirant l'attention de spécialistes de l'habitat durable, des architectes de Dijon, des ingénieurs en énergie renouvelable, des chercheurs de l'Université de Bourgogne, vinrent observer cette innovation qui défait toutes les conventions architecturales. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour lutter contre le réchauffement climatique, commentait le professeur Martin, spécialiste en thermodynamique du bâtiment. Le printemps 2021 apporta de nouvelles révélations. Quand la végétation sortit de sa dormance hivernale, le gazon repoussait avec une vigueur exceptionnelle, nourri par les décompositions organiques de l'hiver et la richesse du substrat soigneusement composé par Martineau. La façade verdoyait à nouveau, mais avec une densité et une brillance qui surpassaient l'année précédente. La deuxième année est toujours meilleure, expliquait l'agronome. Le système racinaire est maintenant bien établi et l'écosystème trouve son équilibre. Cette renaissance printanière
coïncidait avec une visite officielle de la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or qui souhaitait étudier cette application innovante des techniques agricoles à l'habitat. Monsieur Martineau, déclarait le président Duval, vous avez peut-être inventé l'architecture du futur. Cette approche biomimétique pourrait révolutionner notre façon de concevoir l'habitat écologique. Cette reconnaissance institutionnelle marquait une étape importante dans la validation de l'expérience. Encouragé par ses succès, Martineau envisageait déjà l'extension de son système aux autres façades de la maison. Les calculs prévisionnels étaient prometteurs. Isolation complète de l'habitation, réduction de 80% de la consommation énergétique, transformation de la maison en puits de carbone naturel, création d'un habitat pour la biodiversité locale. Ce projet d'ampleur nécessiterait des investissements importants, mais les économies d'énergie générées permettraient un amortissement rapide. L'expérience de Martineau dépassait désormais le cadre d'une simple innovation personnelle pour devenir un modèle potentiel d'architecture durable. Des contacts s'établissaient avec des entreprises spécialisées dans l'éco-construction, des bureaux d'études thermiques, des pépinières spécialisées dans les gazons de toiture. Si cette technique peut être industrialisée, réfléchissait Martineau, elle pourrait contribuer significativement à la transition énergétique de l'habitat français. Paragraphe 4. L'été 2021 marqua un tournant décisif dans l'aventure de Martineau, quand sa maison aux murs gazonnés devint le théâtre d'une expérimentation encore plus ambitieuse, la création d'un véritable écosystème vertical intégré qui transformait l'habitat en organisme vivant autorégulé. Fort des succès de sa première année d'expérimentation, l'ingénieur agronome décidait d'étendre son système révolutionnaire à la façade est de sa demeure, tout en introduisant des innovations techniques qui allaient repousser encore plus loin les limites de son concept original. Cette nouvelle phase s'accompagnait d'améliorations techniques sophistiquées, fruits de l'expérience acquise. Martineau avait conçu un système d'irrigation intelligent, connecté à des capteurs d'humidité qui déclenchaient automatiquement l'arrosage selon les besoins réels de la végétation. Des tubes perforés serpentèrent dans l'épaisseur du substrat, reliés à une pompe solaire qui puisait l'eau de récupération pluviale, stockée dans des citernes enterrées. L'objectif, expliquait-il aux journalistes spécialisés qui se succédaient désormais chez lui, c'est de créer un système autonome qui fonctionne en circuit fermé, sans intervention humaine. L'aspect révolutionnaire de cette nouvelle étape résidait dans la diversification végétale. Au lieu du gazon uniforme de la première façade, Martineau expérimentait un mélange de plantes vivaces adaptées à la croissance verticale. Sedums pour leur résistance à la sécheresse, graminées ornementales pour leur effet esthétique, plantes aromatiques pour leurs propriétés répulsives contre les nuisibles, et même quelques légumes grimpants pour l'autoproduction alimentaire. Cette prairie verticale diversifiée créait un patchwork végétal d'une beauté saisissante qui évoluait selon les floraisons saisonnières. Les résultats énergétiques de ce nouveau système dépassaient toutes les espérances. Les mesures effectuées pendant la canicule de juillet révélaient une température intérieure inférieure de 12 degrés à la température extérieure, sans aucun recours à la climatisation artificielle. La façade est, pourtant exposée au soleil matinal, maintenait une fraîcheur constante grâce à l'évapotranspiration des plantes et à l'inertie thermique de la masse de terre. C'est plus efficace qu'une climatisation industrielle, s'émerveillait Françoise Martineau, et en plus, c'est totalement écologique. Et l'impact sur la biodiversité locale était spectaculaire. Cette prairie verticale attirait une faune extraordinairement diverse. Papillons, abeilles, coccinelles, oiseaux nicheurs, et même quelques petits mammifères qui trouvaient refuge dans l'épaisseur du système. Les enfants du village venaient observer cette maison vivante, devenue un véritable laboratoire naturel, où s'épanouissait un écosystème miniature. C'est comme un morceau de campagne collé contre la maison, s'émerveillait le jeune Thomas, fils des voisins Moreau. L'aspect technique de la maintenance révélait cependant des défis complexes. La diversité végétale nécessitait des soins différenciés selon les espèces, un calendrier de taille adapté à chaque plante et un suivi phytosanitaire pour prévenir les maladies. Martineau avait dû développer une expertise de jardinier vertical qui combinait ses connaissances agronomiques avec des techniques spécifiques à cette application architecturale inédite. C'est un métier complètement nouveau.
observait-il, entre l'agronomie, l'architecture et l'écologie urbaine. L'intérêt professionnel pour cette innovation atteignait maintenant un niveau international. Des délégations d'architectes allemands, d'ingénieurs suédois, de chercheurs japonais venaient étudier ce système qui préfigurait peut-être l'habitat du futur. L'Université de Bourgogne proposa à Martineau un partenariat de recherche pour mesurer scientifiquement tous les paramètres de son expérience. Bilan carbone, biodiversité, efficacité énergétique, durabilité des matériaux, coût d'exploitation. Cette reconnaissance académique coïncidait avec des approches commerciales. Des entreprises d'éco-construction souhaitaient développer industriellement le concept. Des pépiniéristes proposaient de créer des substrats spécialisés, des fabricants d'équipements d'arrosage voulaient adapter leur système à cette application verticale. Le marché pourrait être énorme, estimait Jean Duval, dirigeant d'une société de construction écologique, si on arrive à standardiser et simplifier votre système. Cependant, Martineau restait prudent face à ces sollicitations commerciales. « Mon objectif n'est pas de m'enrichir », précisait-il, mais de contribuer à la transition écologique de l'habitat. Si cette technique peut aider à lutter contre le réchauffement climatique, alors elle doit être partagée et accessible au plus grand nombre. Oui, cette philosophie altruiste influençait sa stratégie de développement. Plutôt que de breveter son innovation, il préférait documenter et diffuser ses techniques pour en faciliter l'adoption généralisée. L'automne 2021 apportait de nouvelles révélations sur le comportement saisonnier du système étendu. La façade et, avec sa végétation diversifiée, offrait un spectacle automnal somptueux où se mêlaient les couleurs dorées des graminées, les rouges des sédums et les verts persistants des aromatiques. Cette palette chromatique naturelle transformait la maison en œuvre d'art vivante qui évoluait quotidiennement selon la lumière, la météo et l'état de la végétation. Les performances hivernales de ce nouveau système s'annonçaient prometteuses. Les plantes vivaces, avec leur système racinaire plus développé que le gazon simple, créaient un réseau dense qui renforçait la cohésion du substrat tout en améliorant l'isolation thermique. Les tiges persistantes de certaines espèces formaient une couche d'air immobile qui ajoutait une protection supplémentaire contre le froid. Chaque plante apporte ses propres qualités isolantes. Expliquait Martineau, l'ensemble fonctionne comme un matériau composite naturel d'une efficacité exceptionnelle. Cette évolution vers un écosystème complexe posait également des questions nouvelles sur la gestion à long terme. Comment maintenir l'équilibre entre les différentes espèces? Comment prévenir l'invasion par des plantes indésirables? Comment assurer la pérennité du système face aux aléas climatiques? Ces interrogations alimentaient les recherches universitaires et les réflexions de Martineau pour optimiser encore son innovation révolutionnaire. Paragraphe 5. L'hiver 2021-2022 révéla des aspects inattendus du système de Martineau quand les conditions météorologiques exceptionnelles testèrent la résilience de ces murs gazonnés dans des circonstances extrêmes. Les tempêtes successives, suivies d'une vague de froid polaire puis de redoux brutaux, créèrent un laboratoire naturel pour évaluer la robustesse de cette architecture végétalisée face aux aléas climatiques que le changement global rendait de plus en plus fréquents et imprévisibles. La première épreuve vint des tempêtes de décembre qui frappèrent la Bourgogne avec des vents dépassant 120 km/h. Les voisins craignaient que ces bourrasques n'arrachent la végétation ou n'endommagent les structures métalliques de support. Jean-Claude, s'inquiétait Paul Moreau, vos murs vont-ils résister à cette tempête? Cette préoccupation légitime révélait l'une des interrogations majeures sur la durabilité à long terme de ces systèmes végétalisés exposés aux intempéries. Contre toute attente, les façades gazonnées se comportèrent remarquablement bien. Le système racinaire dense, développé sur 2 années, avait créé un véritable béton végétal qui résistait parfaitement aux sollicitations éoliennes. Plus surprenant encore, les murs traditionnels de la maison subissaient davantage de contraintes que les façades végétalisées, protégées par l'effet amortisseur de la masse de terre et de végétation. « C'est incroyable », observait Martineau en inspectant ces installations après la tempête. La nature a créé un système d'absorption des chocs plus efficace que nos matériaux industriels.
La vague de froid polaire de janvier, avec des températures atteignant 20 degrés C pendant une semaine, testa l'efficacité thermique hivernale du système étendu. Les résultats dépassèrent toutes les prévisions. Alors que les maisons voisines voyaient leur consommation de chauffage doubler pendant cette période, celle de Martineau augmentait à peine de 15%. La masse thermique considérable des murs gazonnés jouait parfaitement son rôle de régulateur, restituant la nuit la chaleur accumulée pendant les journées ensoleillées, même faibles, de l'hiver. Ces performances exceptionnelles attirèrent maintenant l'attention des médias nationaux. France 3. Bourgogne réalisa un reportage détaillé, suivi par TF1, qui consacra un sujet aux maisons du futur dans son journal de 20 heures. Cette innovation française pourrait révolutionner l'habitat écologique mondial, commentait le journaliste en filmant la maison de Martineau sous la neige, pareille à un tertre ancestral harmonieusement intégré dans le paysage hivernal bourguignon. L'aspect le plus spectaculaire se révéla pendant les redoux de février quand la végétation sortit prématurément de dormance. Alors que les jardins traditionnels restaient figés dans l'hiver, les façades de Martineau verdissaient progressivement, créant un contraste saisissant avec le paysage environnant. On dirait que votre maison a son propre microclimat, observait le photographe de Rustica, venu immortaliser ce phénomène unique. Cette précocité végétale révélait un avantage imprévu. La production d'oxygène et l'absorption de CO2 continuaient pendant les mois d'hiver grâce à l'effet de serre créé par la masse thermique des murs. Martineau calculait que sa maison absorbait maintenant plus de carbone qu'elle n'en produisait, transformant l'habitation en puits de carbone net. C'est l'inverse des maisons conventionnelles, expliquait-il aux chercheurs de l'ADEME venus étudier son bilan carbone. Au lieu d'émettre du CO2, ma maison en capture et le stocke. Le printemps 2022 apportait une nouvelle phase d'expansion avec la végétalisation de la façade sud, l'orientation la plus délicate en raison de l'exposition solaire intense. Martineau avait adapté sa technique en sélectionnant des plantes méditerranéennes résistantes à la sécheresse et en modifiant le substrat pour une meilleure rétention d'eau. Cette façade expérimentait également l'intégration de panneaux solaires camouflés dans la végétation, combinaison inédite entre production d'énergie et isolation naturelle. L'installation sud révélait des défis techniques spécifiques. L'exposition solaire intense nécessitait un système d'irrigation plus sophistiqué avec des capteurs d'humidité connectés et des brumisateurs automatiques pour réguler la température par évaporation. Les plantes sélectionnées, lavande, romarin, thym, sedum variés, créaient un jardin vertical méditerranéen qui embaumait l'atmosphère tout en maintenant des performances thermiques remarquables. L'effet esthétique de cette troisième façade végétalisée transformait complètement l'apparence de la maison. Vue du jardin, l'habitation ressemblait maintenant à une colline habitée où seules les ouvertures, portes et fenêtres rappelaient sa fonction résidentielle. Cette architecture biomimétique, qui imitait les formes naturelles du paysage, créait une harmonie parfaite avec l'environnement bourguignon vallonné. Les premiers visiteurs de cette maison écosystème complète exprimaient un étonnement mêlé d'admiration. « C'est révolutionnaire », déclarait l'architecte parisien Claude Bernard. « Vous avez inventé une architecture qui vit, qui respire, qui évolue avec les saisons. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour adapter nos habitations au changement climatique. » Cette reconnaissance professionnelle confirmait la pertinence de l'approche de Martineau. L'impact local de cette innovation dépassait maintenant le simple cadre de la curiosité villageoise. Plusieurs propriétaires de Meursault envisageaient d'adapter ces techniques à leurs propres habitations. La mairie étudiait l'intégration de ces principes dans son plan local d'urbanisme pour encourager l'habitat écologique. Jean-Claude a mis Meursault sur la carte de l'innovation environnementale, commentait fièrement le maire. Nous pourrions devenir un village pilote de l'architecture durable. Cette reconnaissance locale s'accompagnait d'un intérêt international croissant. Des délégations de pays nordiques, confrontés au défi de l'isolation thermique extrême, étudiaient l'adaptation de ces techniques à leur climat rigoureux. Des pays tropicaux s'intéressaient aux propriétés rafraîchissantes du système pour remplacer la climatisation artificielle. Cette innovation française a un potentiel d'application universelle, observait le Dr Hansen, spécialiste danois de l'habitat durable, venu étudier le système de Martineau. Paragraphe 6.
L'été 2022 marqua l'apogée de l'expérimentation de Martineau avec l'achèvement de sa 4e et dernière façade végétalisée, transformant définitivement sa maison bourgeoise en véritable organisme architectural vivant. Cette façade ouest, la plus complexe techniquement en raison de son exposition aux pluies battantes et aux vents dominants, nécessita des innovations supplémentaires qui repoussèrent encore les limites de cette architecture révolutionnaire et confirmèrent son potentiel d'application universelle. La conception de cette façade ouest intégrait toutes les leçons apprises pendant 3 années d'expérimentation. Martineau avait développé un système de drainage sophistiqué avec des micro-aqueducs intégrés dans la structure métallique, permettant l'évacuation rapide des eaux de ruissellement tout en conservant l'humidité nécessaire aux plantes. Cette innovation technique, fruit de son expérience d'agronome et de ses observations minutieuses du comportement hydrique de ses installations précédentes, résolvait définitivement les problèmes d'engorgement qui avaient caractérisé les premiers essais. La sélection végétale pour cette orientation privilégiait des espèces particulièrement résistantes aux intempéries, graminées de dunes, habituées aux embruns salés, plantes de lande adaptées aux sols pauvres et ventés, mousses et lichens capables de survivre aux conditions les plus difficiles. Cette composition créait une prairie verticale d'aspect sauvage qui évoquait les paysages de côte atlantique, apportant une note poétique inattendue à l'architecture domestique bourguignonne. L'achèvement de cette dernière façade révéla la performance globale du système complet. La maison de Martineau, désormais entièrement enveloppée dans sa peau végétale, affichait un bilan énergétique stupéfiant. Réduction de 85% de la consommation de chauffage hivernal, suppression totale du besoin de climatisation estivale, production d'oxygène équivalente à celle d'un petit bosquet, absorption de CO2 supérieure aux émissions de chauffage résiduelles. Ma maison est devenue un organisme écologique positif, se félicitait Martineau en consultant ses relevés énergétiques annuels. L'impact visuel de cette transformation complète dépassait toutes les prévisions. Vue de loin, la maison disparaissait littéralement dans le paysage, pareille à une butte naturelle d'où émergeaient mystérieusement quelques ouvertures. Cette intégration parfaite dans l'environnement créait un effet de camouflage involontaire qui fascinait les visiteurs. On dirait une maison de hobbit au milieu des vignes bourguignonnes, s'amusait le journaliste de Maison Créative venu photographier cette réalisation unique. Les conditions de vie à l'intérieur de cette maison écosystème révélaient des bénéfices inattendus au-delà des simples performances énergétiques. L'atmosphère intérieure était d'une qualité exceptionnelle. Air purifié par la végétation extérieure, hygrométrie naturellement régulée, température stable sans variation brutale, silence acoustique remarquable grâce à l'absorption phonique des murs végétaux. C'est comme vivre dans une bulle de bien-être, témoignait Françoise Martineau. L'ambiance intérieure est apaisante d'une façon qu'aucune maison conventionnelle ne peut offrir. Cette qualité de l'habitat attirait maintenant l'attention du secteur médical. Des spécialistes en habitat santé venaient étudier les effets de cette architecture sur le bien-être des occupants. Les premières mesures révélaient des paramètres exceptionnels. Qualité de l'air intérieur, stabilité hygrométrique, absence de composés organiques volatiles, régulation naturelle de la température. Cette maison pourrait servir de modèle pour l'habitat thérapeutique, observait le docteur Martin, spécialiste en médecine environnementale. L'aspect économique de l'innovation commençait également à révéler tout son potentiel. Malgré l'investissement initial considérable, environ 80 000 € pour l'ensemble des 4 façades, les économies d'énergie générées permettaient un amortissement en moins de 15 ans. Plus important encore, la valorisation immobilière de la propriété avait augmenté de façon spectaculaire, les experts estimant que cette innovation unique multipliait par 3 la valeur de la maison. Cette rentabilité économique déclenchait un intérêt commercial intense. Des promoteurs immobiliers envisageaient l'intégration de ces techniques dans leur programme de construction écologique. Des architectes développaient des adaptations de la méthode pour différents types d'habitats, immeubles collectifs, maisons individuelles, bâtiments publics. Le marché potentiel est gigantesque, estimait Pierre Dubois, dirigeant d'un groupe de construction durable, si cette technique peut être industrialisée. Martineau restait cependant vigilant face à cette commercialisation naissante. Mon objectif,
rappelait-il lors d'une conférence à l'École d'architecture de Lyon, n'est pas de créer une mode architecturale, mais de contribuer concrètement à la transition écologique de l'habitat. Cette technique doit rester accessible et ne pas devenir un gadget de luxe réservé à une élite. Cette philosophie influençait sa stratégie de diffusion. Documentation libre, formation gratuite, partenariat avec des associations d'autoconstruction. L'automne 2022 apportait une reconnaissance officielle avec l'attribution du Prix national de l'innovation écologique, décerné par le ministère de la Transition écologique. Cette distinction, remise en présence de Barbara Pompili, consacrait l'exemplarité de cette réalisation et encourageait sa diffusion dans les politiques publiques d'habitat durable. M. Martineau incarne l'esprit d'innovation français au service de l'environnement, déclarait la ministre en visitant la maison végétalisée. Cette reconnaissance institutionnelle coïncidait avec des demandes internationales croissantes. Le Canada souhaitait expérimenter ces techniques pour l'habitat en zone subarctique. L'Australie étudiait leur adaptation aux climats arides. Le Japon explorait leur intégration dans l'architecture urbaine dense. Cette innovation française rayonne maintenant dans le monde entier. Observez l'attaché culturel de l'ambassade du Canada en visite à Meursault. L'hiver 2022-2023 s'annonçait comme l'ultime test de validation pour ce système complet. Avec 4 façades végétalisées fonctionnant en synergie, la maison de Martineau allait révéler ses performances maximales dans des conditions climatiques réelles. Les premières mesures étaient prometteuses. Malgré la crise énergétique et l'explosion des coûts de chauffage, la consommation de la maison écosystème restait dérisoire, confirmant l'excellence de cette innovation qui transformait l'utopie écologique en réalité accessible. Paragraphe 7. L'hiver 2022-2023 transforma la maison de Martineau en véritable laboratoire de recherche appliquée quand l'Université de Bourgogne installa un équipement de monitoring sophistiqué pour mesurer scientifiquement tous les paramètres de cette architecture révolutionnaire. Cette collaboration académique, dirigée par le professeur Claire Martin du laboratoire THEMA, Théories et méthodes de l'aménagement, visait à quantifier précisément les bénéfices environnementaux, énergétiques et économiques de cette innovation pour en faciliter la diffusion et l'adaptation à différents contextes climatiques et architecturaux. L'installation de cette instrumentation scientifique révéla l'ampleur des phénomènes à l'œuvre dans cette maison écosystème. Plus de 100 capteurs connectés mesuraient en permanence température, hygrométrie, pression, qualité de l'air, échange gazeux, flux thermique, évapotranspiration végétale, activité racinaire, biodiversité microbienne du substrat. C'est la première fois qu'une habitation est étudiée avec une telle précision scientifique, expliquait le professeur Martin. Nous pouvons enfin comprendre exactement comment fonctionne cette symbiose entre architecture et écosystème. Les premiers résultats, analysés en temps réel grâce à l'intelligence artificielle développée par l'université, révélèrent des mécanismes d'une sophistication extraordinaire. La végétation ne se contentait pas d'isoler thermiquement la maison. Elle créait un véritable microclimat autorégulé où chaque espèce végétale jouait un rôle spécifique dans l'équilibre global. Les graminées régulaient l'hygrométrie, les plantes aromatiques purifiaient l'air, les mousses tamponnaient les variations de pH du substrat, les systèmes racinaires drainaient et aéraient la terre. Cette analyse scientifique confirmait les intuitions de Martineau, tout en révélant des aspects qu'il n'avait pas soupçonnés. La maison respirait littéralement, s'émerveillait le docteur Sophie Leblanc, spécialiste en écophysiologie végétale. Les échanges gazeux entre l'intérieur et l'extérieur sont régulés par la végétation qui filtre, purifie et conditionne l'air naturellement. C'est plus efficace qu'un système de ventilation industrielle. Cette découverte ouvrait des perspectives révolutionnaires pour l'architecture bioclimatique. L'impact sur la santé des occupants faisait l'objet d'une étude spécifique menée par l'Institut national de la santé. Les mesures révélèrent des paramètres exceptionnels. Concentration en ions négatifs équivalente à celle d'une forêt, absence totale de polluants intérieurs, hygrométrie stable entre 45 et 55%, température homogène sans point froid ni surchauffe. Cette maison offre un environnement intérieur proche de l'optimum physiologique humain, observait le docteur Pierre Rousseau, spécialiste en médecine environnementale. Françoise Martineau, cobaye volontaire de cette expérience,
témoignait de bénéfices concrets sur sa santé. Depuis que nous vivons dans cette maison végétalisée, expliquait-elle aux chercheurs, mes allergies saisonnières ont disparu, mon sommeil est plus profond, et j'ai une sensation générale de bien-être que je n'avais jamais connue auparavant. Ces témoignages anecdotiques trouvaient maintenant une validation scientifique dans les mesures objectives des conditions de vie. L'étude économique menée par la Chambre de commerce de Côte-d'Or révélait également des résultats surprenants. Au-delà des économies d'énergie évidentes, l'innovation générait des bénéfices indirects considérables. Réduction des coûts de santé liés à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur, économie d'entretien grâce à la protection naturelle des murs, valorisation immobilière exceptionnelle, potentiel de développement économique local par la création d'une filière spécialisée. Cette dimension économique attirait l'attention des collectivités territoriales. La région Bourgogne-Franche-Comté envisageait l'intégration de ces techniques dans ses programmes d'aide à la rénovation énergétique. Cette innovation pourrait créer des emplois locaux dans l'éco-construction, estimait le conseiller régional Michel Durand, tout en contribuant à nos objectifs de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique. L'aspect technique de la maintenance à long terme révélait également des surprises positives. Contrairement aux craintes initiales, l'entretien de ces murs végétalisés s'avérait moins contraignant que celui d'un jardin traditionnel. L'écosystème, une fois équilibré, s'autorégulait largement. Les espèces végétales se succédaient naturellement selon les saisons. La faune auxiliaire régulait les populations de ravageurs, le compostage naturel des déchets végétaux enrichissait automatiquement le substrat. Cette facilité d'entretien démontrait la maturité du concept et sa viabilité pour une application généralisée. Nous ne sommes qu'au plus dans l'expérimentation artisanale, constatait Marcel Durand, le métallier qui avait accompagné Martineau depuis le début. Ce système est maintenant au point pour être reproduit industriellement. Cette évolution technique ouvrait la voie à une commercialisation responsable de l'innovation. Le printemps 2023 apportait une nouvelle dimension avec l'organisation des premières Journées nationales de l'habitat végétalisé à Meursault. Cet événement, soutenu par le ministère de la Transition écologique et l'ADEME, rassemblait architectes, ingénieurs, chercheurs, entreprises et particuliers intéressés par cette approche révolutionnaire. La maison de Martineau servait de modèle de référence pour démontrer la faisabilité et l'efficacité de ces techniques. Ces journées révélaient l'émergence d'une véritable communauté autour de cette innovation. Des adaptations créatives voyaient le jour. Immeubles collectifs avec façades végétalisées, écoles bioclimatiques intégrant ces principes, bâtiments publics exemplaires, et même des projets d'écoquartiers entiers conçus selon cette philosophie. Nous assistons à la naissance d'un nouveau paradigme architectural, observait l'architecte urbaniste Jean Nouvel, invité d'honneur de ces journées. L'impact médiatique de cet événement dépassait les frontières françaises. Des documentaires internationaux, des reportages télévisés, des articles dans la presse spécialisée mondiale diffusaient cette innovation française qui inspirait maintenant des projets similaires dans de nombreux pays. La France retrouve son leadership dans l'innovation architecturale durable. Commentait l'attaché culturel de l'UNESCO en visite à Meursault. Paragraphe 8. L'été 2023 marqua un tournant historique quand la première maison commerciale construite selon les principes de Martineau fut inaugurée à Beaune par l'entreprise Ecohabitat Innovation, créée spécifiquement pour développer et commercialiser cette technique révolutionnaire. Cette réalisation, fruit d'une collaboration entre l'inventeur, des architectes spécialisés et des entreprises locales du bâtiment, démontrait la viabilité industrielle du concept tout en préservant son caractère écologique et accessible. La transition de l'expérimentation artisanale à la production commerciale représentait l'aboutissement de 4 années de recherche et développement. Cette première construction commerciale intégrait toutes les leçons apprises depuis l'expérience pionnière de Meursault. L'équipe dirigée par l'architecte Marie Dubois avait standardisé les techniques tout en conservant leur flexibilité d'adaptation aux différents contextes architecturaux et climatiques. Notre objectif, expliquait-elle lors de l'inauguration, était de transformer l'innovation géniale de M. Martineau en solution technique accessible au plus grand nombre, sans en dénaturer l'esprit écologique. La maison de Beaune révélait les possibilités d'évolution esthétique de cette architecture végétalisée.
Les façades, conçues comme de véritables jardins verticaux, intégraient des compositions paysagères sophistiquées. Prairies fleuries pour les orientations ensoleillées, fougères pour les zones ombragées, rocailles méditerranéennes pour les expositions sud, jardins de mousse pour les orientations humides. Cette diversité créait une architecture caméléon qui se transformait selon les saisons et les années. Les performances énergétiques de cette réalisation commerciale égalèrent celles de la maison expérimentale de Martino, tout en offrant des fonctionnalités supplémentaires. L'intégration de panneaux photovoltaïques camouflés dans la végétation, de systèmes de récupération d'eau de pluie optimisés et de ventilation naturelle assistée transformait l'habitation en organisme énergétiquement positif qui produisait plus d'énergie qu'il n'en consommait. Le coût de construction de cette maison commerciale révélait la viabilité économique du concept. Grâce à l'industrialisation partielle des composants et à l'optimisation des techniques, le surcoût par rapport à une construction conventionnelle ne dépassait pas 25%, rapidement amorti par les économies d'énergie et la valorisation immobilière. Nous avons démontré qu'une architecture révolutionnaire peut rester économiquement accessible, se félicitait Pierre Martin, dirigeant d'EcoHabitat Innovation. Cette accessibilité économique déclenchait un intérêt commercial considérable. Les carnets de commandes de l'entreprise se remplissaient rapidement avec des projets dans toute la France. Villas méditerranéennes en Provence, maisons contemporaines en Bretagne, rénovation d'anciennes fermes en Normandie, immeubles collectifs en région parisienne. Chaque projet nécessitait une adaptation spécifique des techniques selon le climat, l'architecture existante et les souhaits des propriétaires. L'adaptation aux différents climats français révélait la versatilité de cette innovation. En région méditerranéenne, la végétation xérophile, résistante à la sécheresse, permettait une climatisation naturelle remarquable qui supprimait totalement le besoin de climatisation artificielle. En zone de montagne, les plantes alpines créaient une isolation exceptionnelle contre le froid. En climat océanique, la végétation tempérée régulait naturellement l'humidité excessive. Cette diversité d'applications géographiques attirait l'attention internationale. Le gouvernement québécois finançait une expérimentation de ces techniques pour l'habitat en zone subarctique. L'Australie testait leur adaptation au climat aride. Le Maroc étudiait leur intégration dans l'architecture traditionnelle. Cette innovation française a un potentiel d'application universelle. Observait le représentant de l'Agence internationale de l'énergie en visite à Beaune. L'impact sur l'emploi local dépassait les prévisions initiales. EcoHabitat. Innovation employait maintenant 50 personnes. Architectes spécialisés, ingénieurs thermiques, paysagistes, horticulteurs, métalliers, maçons écologiques. Cette filière émergente créait des emplois qualifiés non délocalisables qui contribuaient au développement économique rural. Nous avons créé un écosystème économique autour d'une innovation écologique, soulignait le maire de Beaune lors de l'inauguration. La formation professionnelle devenait un enjeu majeur pour répondre à la demande croissante. Un centre de formation spécialisé était créé à Dijon en partenariat avec l'Université de Bourgogne, proposant des cursus complets. Technicien en architecture végétalisée, ingénieur en habitat bioclimatique, paysagiste vertical. Ces nouvelles formations attiraient des étudiants de toute l'Europe, confirmant l'attractivité de cette spécialité émergente. L'automne 2023 apportait une reconnaissance institutionnelle majeure, avec l'intégration de ces techniques dans le plan national de rénovation énergétique. L'État français encourageait désormais financièrement l'adoption de ces innovations par des crédits d'impôt spécifiques et des subventions de l'ANAH, Agence nationale de l'habitat. Ces techniques de françaises contribuent significativement à nos objectifs de neutralité carbone, déclarait le ministre de la Transition écologique. Cette reconnaissance officielle coïncidait avec l'émergence de projets d'envergure. Écoquartiers entiers conçus selon ces principes, bâtiments publics exemplaires, programmes de logements sociaux innovants. L'innovation de Martino, née dans l'intimité d'un village bourguignon, influençait maintenant les politiques nationales d'aménagement urbain et d'habitat durable. L'impact culturel de cette révolution architecturale dépassait les aspects purement techniques. Une nouvelle esthétique émergente transformait la perception de l'habitat. Les maisons ne devaient en plus dominer le paysage,
mais s'y intégrer harmonieusement. Cette philosophie, héritée des traditions vernaculaires mais enrichie par les technologies modernes, préfigurait peut-être l'architecture du XXIe siècle réconciliée avec la nature. Paragraphe 9. L'hiver 2023-2024 révéla l'aboutissement de la révolution architecturale initiée par Martineau quand fut inauguré à Dijon le premier immeuble collectif entièrement végétalisé selon ses techniques. Projet pilote de 48 logements sociaux qui démontrait la transposition possible de cette innovation individuelle vers l'habitat collectif urbain. Cette réalisation, financée par Dijon Métropole et la région Bourgogne-Franche-Comté, constituait un laboratoire grandeur nature pour tester l'adaptation de l'architecture végétalisée aux enjeux de densité urbaine et de mixité sociale, prouvant définitivement que cette innovation n'était pas réservée à une élite fortunée, mais pouvait bénéficier aux populations les plus modestes. L'immeuble du quartier des Grésilles, conçu par l'agence d'architecture sociale Habitat Innovation dirigée par Claire Moreau, révolutionnait l'esthétique urbaine traditionnelle. Cette barre de logement de 5 étages disparaissait littéralement dans un écrin de végétation qui évoluait selon les saisons, transformant un équipement urbain fonctionnel en œuvre d'art vivante intégrée harmonieusement dans son environnement. Les façades végétalisées créaient un microclimat urbain qui attirait une biodiversité remarquable au cœur de la ville, offrant aux résidents un cadre de vie d'une qualité exceptionnelle. Les performances énergétiques de cet immeuble collectif dépassaient toutes les prévisions, avec une consommation de chauffage inférieure de 90% au standard du logement social traditionnel. Cette efficacité thermique exceptionnelle résultait de l'effet de masse. Les 48 logements bénéficiaient collectivement d'une inertie thermique considérable créée par les milliers de mètres carrés de végétation qui enveloppaient le bâtiment. C'est comme si l'immeuble entier était protégé par une gigantesque couverture vivante, expliquait l'ingénieur thermicien du projet. L'impact social de cette réalisation révélait des bénéfices inattendus qui dépassaient largement les simples économies d'énergie. Les résidents témoignaient d'une amélioration remarquable de leur qualité de vie. Air purifié naturellement, silence acoustique exceptionnel grâce à l'absorption phonique de la végétation, régulation naturelle de l'hygrométrie, et surtout sentiment de vivre dans un environnement privilégié plutôt que dans un logement social stigmatisant. Nous avons l'impression d'habiter dans un jardin suspendu, s'émerveillait Madame Dupont, locataire du 3e étage. La dimension participative du projet créait une dynamique sociale inédite dans ce quartier populaire. Les résidents s'organisèrent spontanément pour entretenir collectivement la végétation de leur immeuble, créant des liens de voisinage et un sentiment d'appropriation positive de leur habitat. Des ateliers de jardinage vertical, animés par l'association locale Grésilles Vertes, permettaient aux enfants du quartier d'apprendre les techniques horticoles tout en développant une conscience écologique. Cette expérience sociale révolutionnaire attirait l'attention de sociologues urbains qui étudiaient l'impact de l'architecture végétalisée sur le lien social et l'appropriation de l'habitat collectif. Le docteur Marie Lecomte, spécialiste de sociologie urbaine à l'Université de Dijon, observait « Cette innovation architecturale transforme les rapports des habitants à leur logement et à leur quartier. Elle crée de la fierté là où il y avait de la résignation, de la coopération là où il y avait de l'isolement. » L'aspect économique révélait également des bénéfices systémiques pour les finances publiques. Malgré un surcoût de construction de 15%, cet immeuble générait des économies considérables en charges de chauffage, en entretien des espaces verts publics. La végétation privée contribuait à la qualité environnementale du quartier et en coûts de santé publique liés à l'amélioration de la qualité de l'air urbain. Cette innovation rentabilise l'investissement public en créant de la valeur sociale et environnementale, calculait l'économiste municipal Pierre Rousseau. L'expérience dijonnaise déclenchait un effet d'entraînement dans toute la France. Lyon programmait un écoquartier de 200 logements selon ses principes. Strasbourg expérimentait l'adaptation de ses techniques aux immeubles anciens. Marseille développait une variante méditerranéenne pour son climat spécifique. Nous assistons à la naissance d'une nouvelle génération d'habitat social écologique, observait le directeur de l'Union sociale pour l'habitat. L'innovation technique continuait d'évoluer avec cette transposition urbaine. L'immeuble dijonnais expérimentait des systèmes d'irrigation connectés
gérées par intelligence artificielle, des compositions végétales auto-adaptatives selon les conditions climatiques, et même des modules de culture alimentaire intégrés aux façades qui permettaient aux résidents de produire une partie de leurs légumes. Ces développements ouvraient de la voie à une autonomie alimentaire partielle de l'habitat urbain. L'impact environnemental urbain dépassait l'échelle du bâtiment pour influencer tout le microclimat du quartier. Les mesures effectuées révélaient une réduction de 3 degrés C de la température ambiante dans un rayon de 200 mètres autour de l'immeuble végétalisé, contribuant significativement à la lutte contre les îlots de chaleur urbains. Cette capacité de rafraîchissement naturel intéressait particulièrement les urbanistes confrontés aux défis du réchauffement climatique en ville. La biodiversité urbaine bénéficiait remarquablement de cette innovation. L'immeuble végétalisé était devenu un véritable refuge pour la faune urbaine. Oiseaux nicheurs, insectes pollinisateurs, petits mammifères trouvaient habitat et nourriture dans ces prairies verticales. Cette fonction écologique transformait les bâtiments en éléments actifs de la trame verte urbaine, contribuant à la préservation de la biodiversité en milieu dense. L'hiver rigoureux de 2024 constituait le test ultime de cette architecture collective innovante. Malgré des températures descendant jusqu'à 18 degrés C pendant plusieurs semaines, l'immeuble maintenait un confort thermique exceptionnel avec une consommation énergétique dérisoire. Les façades végétalisées, dans leur état hivernal de dormance, créaient un spectacle urbain inédit. Un immeuble aux couleurs d'automne qui évoluait naturellement selon les saisons au cœur de la cité de pierre. Cette réussite technique et sociale confirmait définitivement la maturité de l'innovation de Martino et sa capacité d'adaptation à tous les contextes d'habitat. De l'expérimentation individuelle en milieu rural à la réalisation collective urbaine, cette architecture végétalisée prouvait son potentiel de transformation profonde de notre rapport à l'habitat et à l'environnement, ouvrant la voie à une nouvelle civilisation urbaine réconciliée avec la nature. Paragraphe 10. Le printemps 2024 marqua la consécration internationale de l'innovation française quand Jean-Claude Martino fut invité par les Nations Unies à présenter ses techniques d'architecture végétalisée lors du sommet mondial sur l'habitat durable organisé à Genève. Reconnaissance planétaire d'une révolution née dans la tranquillité d'un village bourguignon. Cette invitation prestigieuse, adressée par le directeur général d'ONU Habitat, consacrait 5 années de recherche et d'expérimentation qui avaient transformé une idée apparemment farfelue en solution globale pour l'habitat du futur face aux défis climatiques et énergétiques de la planète. L'auditorium de l'ONU découvrait, ébahi, les résultats spectaculaires de cette innovation française présentée par un homme de 73 ans à l'allure de paysan bourguignon, dont la simplicité contrastait avec l'ampleur révolutionnaire de ses découvertes. « Mesdames et messieurs les délégués », commença Martino avec son accent bourguignon préservé, « ce que je vais vous présenter aujourd'hui a commencé par une simple promenade dans les vignes de mon village. Cette anecdote prouve que les plus grandes révolutions naissent parfois de l'observation patiente de la nature qui nous entoure. » Sa présentation révélait l'ampleur mondiale du mouvement déclenché par son expérimentation locale. Plus de 2000 réalisations d'architecture végétalisée étaient maintenant achevées ou en construction dans 47 pays, adaptées aux climats les plus divers. Maisons arctiques en Norvège isolées par des mousses spécialisées, habitations tropicales en Malaisie rafraîchies par des fougères luxuriantes, constructions désertiques au Maroc protégées par des plantes grasses, immeubles urbains en Allemagne intégrant des prairies verticales, écovillages entiers au Costa Rica, conçus selon ces principes biomimétiques. Les statistiques présentées révélaient l'impact planétaire de cette révolution architecturale silencieuse. Les bâtiments utilisant ces techniques affichaient une réduction moyenne de 85% de leur consommation énergétique, une absorption de CO2 équivalente à 50 arbres adultes par habitation, une amélioration de 300% de la qualité de l'air intérieur et une valorisation immobilière moyenne de 40%. Ces chiffres, commentait Martino, prouvent que l'écologie n'est pas un coût mais un investissement rentable pour l'avenir de l'humanité. L'aspect le plus remarquable de cette diffusion internationale résidait dans la capacité d'adaptation culturelle de l'innovation. Chaque pays avait développé ses propres variantes selon ses traditions architecturales, ses matériaux locaux et sa flore indigène.
Les maisons japonaises intégraient des jardins zen verticaux. Les habitations scandinaves utilisaient des lichens et mousses nordiques. Les constructions africaines exploitaient des plantes succulentes résistantes à la sécheresse. Cette diversité révélait la universalité du principe tout en respectant les spécificités locales. Le volet social de cette révolution architecturale impressionnait particulièrement l'Assemblée onusienne. Les projets de logements sociaux végétalisés se multipliaient dans les pays en développement, offrant aux populations modestes un habitat de qualité tout en créant des emplois locaux, non délocalisables dans l'éco-construction. Cette innovation démocratise l'architecture durable, soulignait le représentant du Brésil. Elle permet aux favelas de devenir des quartiers exemplaires. L'impact économique global dépassait les prévisions les plus optimistes. Une filière industrielle spécialisée employait maintenant plus de 50 000 personnes dans le monde. Architectes spécialisés, ingénieurs thermiques, horticulteurs urbains, fabricants d'équipements spécialisés, formateurs techniques. Cette économie verte générait un chiffre d'affaires annuel dépassant 5 milliards d'euros, tout en contribuant positivement à la lutte contre le changement climatique. La dimension scientifique de cette innovation continuait d'évoluer avec la création de l'Institut international d'architecture végétalisée, basé à Dijon, centre de recherche financé par l'Union européenne qui coordonnait les développements techniques mondiaux. Ces laboratoires travaillaient sur des applications futuristes, bâtiments autoréparants grâce à des organismes vivants, architectures adaptatives qui évoluent selon les conditions climatiques, intégration de biotechnologies pour optimiser les performances énergétiques. L'intervention de Martino à l'ONU se concluait par une proposition révolutionnaire: l'intégration de ces techniques dans les objectifs de développement durable des Nations Unies, avec un objectif de 10 millions d'habitations végétalisées construites d'ici 2030. Cette architecture réconcilie développement humain et respect de l'environnement, plaidait-il. Elle prouve qu'un autre modèle de civilisation est possible, plus sobre, plus beau, plus humain. La standing ovation qui salua sa présentation révélait l'impact émotionnel de ce message d'espoir porté par un homme simple qui avait transformé une intuition géniale en solution planétaire. Les délégués de 193 pays s'engagèrent à promouvoir ces techniques dans leur politique nationale d'habitat, créant les conditions d'une diffusion accélérée de cette innovation française dans le monde entier. Le voyage de retour vers Meursault révélait à Martino l'ampleur de la transformation accomplie. De sa fenêtre d'avion, il observait les paysages européens en imaginant un futur où toutes les constructions s'intégreraient harmonieusement dans leur environnement naturel. « Mes voisins ne rient plus quand ils voient de ma maison », souriait-il en repensant au début de son expérience. Maintenant, ils me demandent conseil pour végétaliser la leur. L'été 2024 s'annonçait comme l'apothéose de cette révolution architecturale avec l'organisation à Meursault du premier Festival international de l'architecture végétalisée, événement qui transformerait ce village de 1500 habitants en capitale mondiale de l'innovation écologique. Cette reconnaissance ultime consacrait le génie visionnaire d'un homme qui avait osé empiler du gazon contre sa façade quand tout le monde s'en moquait, prouvant qu'une seule personne déterminée peut changer le monde en observant simplement la sagesse de la nature.